Bonjour, ce débat est la deuxième partie du rendez-vous de la SFU consacré à Hauteur de Ville. Vous pouvez retrouver la première partie, la présentation du projet, sur la même chaîne YouTube. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais partager trop rapidement avec vous. Et puis maintenant, je vous laisse un petit peu débattre de tout ça. Je vais arrêter la présentation et vous retrouver sur la visio. Voilà. Enfin, vous êtes sans voix. Vous pouvez rallumer vos Bon, micros. c'est pas ça, c'est qu'on n'ose pas. On n'ose pas la première question, comme toujours. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes dans tout ce que tu as présenté. Je trouve que d'abord, le propos sur l'héritage est intéressant et mérite d'être creusé, et en particulier d'être creusé, voilà, pour la cité de grande profondeur. Parce que, enfin, voilà, il y a la question de profondeur et de hauteur des villes et du rapport au sol, en fait. Oui. Et effectivement, l'exemple de la cité lacustre est sûrement un exemple historique très, très fort, mais bon. Ce qui m'a, en fait, Kainka, ce qui m'a le plus étonné, c'est que maintenant, d'ailleurs, on a redéfini ce qu'on appelle l'espace public de la ville. On a plus ou moins dit, c'est à plus ou moins 2 mètres jusqu'à plus ou moins 2 mètres. Donc, c'est déjà une tranche, parce qu'on s'aperçoit que dans ces 4 mètres, je dirais là, il y a quasiment 80% finalement de tous les équipements et de tous les flux et de tout ce qui fait la ville finalement. Et donc on a conclu sur l'idée que c'est un peu dommage finalement d'avoir tout l'espace aérien qui est quasiment vierge, tout l'espace souterrain, bon, où il y a déjà beaucoup de choses, mais où il y a quand même un peu de place aussi, et qu'on concentre encore sur ces 4 mètres, bon, qui sont évidemment les plus faciles, donc c'était pas évident, mais qu'on concentre énormément de choses et que maintenant on veut concentrer encore plus de choses. C'est ça qui est étonnant, que finalement on se dit que ça va encore continuer à marcher. Ah, on a perdu Laurent. Non, je suis là. Non, non, il est là. Bon, je me lance alors. D'abord, merci Laurent. Vous avez fait vous avez fait un travail, j'imagine, extrêmement lourd entre vous. Effectivement, ça fait un peu rêver. On a l'impression d'être dans Jules Verne, dans toutes ces utopies de la fin du 19e siècle et que vous rendez réelles. Je vais faire plusieurs commentaires. Premièrement, j'ai trouvé intéressant l'idée que pour reconquérir les sols, il fallait mettre en l'air les réseaux. Je ne sais pas si on peut vraiment mettre en l'air des réseaux d'assainissement, mais je trouve que l'idée est vraiment intéressante, un peu futuriste et intéressante. Au-delà de tout, tout et effectivement, toutes ces idées sont évidemment intéressantes. Alors moi, ma question, d'abord, je voulais dire que sur la cité forêt, je connais plusieurs villes dont Orléans, qui ont réfléchi à l'idée. Oui. Ma question centrale, mon commentaire central et qui est sur une question, qui se repose sur une question, c'est est-ce que vous avez travaillé entre ingénieurs et architectes ou aussi avec des sociologues, des gens de la sécurité, des politistes, des gens du marketing, voilà. Oui. Parce que on se pose évidemment la question, par exemple, de la sécurité. On sait très bien que les passerelles sont des choses que beaucoup de gens ne veulent pas emprunter, sont des voies que beaucoup de gens ne veulent pas emprunter. Donc, je voulais savoir si vous aviez réfléchi à ça. Alors, Deuxième sujet dont je voulais parler, c'est celui de la lumière. Parce qu'il me semble que la conquête de la hauteur, c'est aussi la possibilité d'élargir les voies, les espaces publics, et donc de mettre de la lumière dans la ville.
Et du coup, est-ce que le fait de reporter des réseaux comme ça ou des arbres ou de la nature comme tu le montres ne risque pas d'assombrir la ville? Oui. Alors, sur le premier point, d'abord, j'ai oublié de rendre hommage à un architecte, effectivement, qui m'a accompagné. Donc, on a lancé un peu la démarche dans l'atelier A2 et à qui on doit tous les dessins que vous avez vus et que vous voyez là dernièrement. Alors, ces dessins, c'est un truc incroyable. Hein, c'est des aquarelles qui font 2 mètres sur 1 mètre. D'ailleurs, on aimerait bien faire une expo, là. On cherche un endroit, peut-être, pour faire une expo. Voilà, donc oui, c'est Jean-Marc Chivot, qui est un architecte. Jean-Marc, Chivot. Il devait être avec nous aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. tu peux épeler son nom pour qu'on s'en souvienne? Schivo. Ok, merci. Donc Jean-Marc, bon, il veut rejoindre la SFU, ça c'est déjà la bonne nouvelle, mais il devait être là aujourd'hui, bon, je ne sais pas où il est passé. Et voilà, donc on lui donne tous ses dessins, il nous a beaucoup aussi inspiré parce qu'il est vraiment prospectiviste, hein, et il travaille beaucoup sur les infrastructures du futur, donc c'était très intéressant. Ensuite, si tu veux, c'est une démarche où on a obligé personne à travailler, c'est-à-dire moi, j'ai posé le sujet chez Artelia et puis j'avais dit aux gens, finalement, profitez de tous vos moments où vous pouvez discuter pour que je vienne vous expliquer ça et on discute. Donc, il y a eu tout un tas de formats différents. Il y en a qui ont fait des ateliers, d'autres des cafés, d'autres des repas. J'ai même participé à des codir de direction. J'ai présenté ça, voilà. Il y a des équipes qui s'en sont saisies, qui ont travaillé 2-3 jours, etc. Donc, voilà. Donc, finalement, c'est le résultat quand même d'un travail, je dirais, de tout l'écosystème d'Artelia. Alors, tu vas me dire, mais il y a qui chez Artelia? Donc, il y a beaucoup d'ingénieurs, donc ça, c'est un fait. Mais il y a effectivement, alors, sur Nantes, par exemple, on a des paysagistes qui se sont beaucoup saisis du sujet. Alors, côté sociologie, il n'y a pas de sociologue proprement dit qui a travaillé, mais par contre, des experts de la sécurité, oui. Et puis, il y a plutôt des jeunes, en fait, qui ont travaillé sur le vertige. Voilà, parce qu'ils ont dit, finalement, les gens qui ont le vertige. Ah, d'accord. Donc, voilà, finalement, comment on gère les gens qui ont le vertige? Est-ce que finalement, ils ne montent pas ou est-ce que, voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'ils aient fait une étude scientifique, mais on a travaillé sur ces sujets-là. Alors après, pour l'ombre, ça, c'est vraiment le sujet, je dirais, un peu fédérateur de tout. Bon, déjà, l'ombre, ça dépend de la hauteur, forcément. Donc, plus on est haut, moins il y a d'ombre. Ensuite, on s'est dit que finalement, d'ailleurs, c'est confirmé par l'été qu'on vient de passer, c'est que l'ombre va peut-être devenir une valeur intéressante parce que de temps en temps, on a envie vraiment de se mettre à l'ombre pour le coup. Donc, du coup, de travailler dans des endroits d'ombre, c'est peut-être aussi pertinent que de travailler dans des endroits de lumière. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est pas qu'on a botté en touche, mais on s'est dit, finalement, c'est peut-être un sujet moins important que ce qu'on croit. Et puis après, alors, on n'a pas tellement travaillé plus que ça, je dirais, sur la notion d'ombre. Par contre, on a travaillé sur les problèmes que peuvent occasionner la massification de la nature en ville. Donc, on a les exemples en Chine d'immeubles verts qui sont inhabitables parce qu'il y a des moustiques partout, etc. Donc, là aussi, on a travaillé un peu à, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire de mieux aujourd'hui ou de meilleur pour avoir une nature sans en avoir les inconvénients. Et c'est là où on revient aussi dans de la sociologie, en se disant que est-ce que les urbains sont quand même prêts, même si on enlève les gros inconvénients, à vivre réellement la nature, parce qu'on sait que c'est pas un trottoir nickel sur lequel on peut faire de la trottinette tout le temps. Donc il y a ces sujets-là. Oui. Oui, Bruno. Alors oui, moi j'avais 3 réflexions. La première, c'est que les grands esprits se rencontrent et je ne sais pas si tu reçois, Laurent, ou si certains d'entre vous reçoivent la lettre hebdomadaire de Sylvain Grisot, qui a fondé le Dixit.net, qui se présente comme un urbaniste circulaire. Enfin, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Oui, de nom. Il y a, pas celle on est mercredi aujourd'hui, oui c'est ça. Alors pas celle qui est publiée aujourd'hui, je crois que c'est celle de la semaine dernière.
s'appelle Lever les yeux au ciel, et elle est complètement axée sur la question de la reconquête des toits des villes. Alors lui, il ne parle pas des hauteurs, mais voilà, donc c'est assez intéressant. Bon, alors lui, son propos est très axé sur le logement. Oui. Mais il me dit, bon, à l'époque où on n'a plus de foncier, où on ne veut plus en conquérir, il y a un potentiel extraordinaire sur les toits des villes. Voilà. Oui. Et donc, effectivement, on est sur un sujet qui est tout à fait intéressant à explorer. Et je pense que l'intérêt de la démarche d'Artelia, c'est de ne pas le limiter au logement, mais de regarder, voilà. Oui. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième, je rejoins complètement Emmanuel sur la question de la lumière. Et je ne suis pas d'accord avec ta réponse sur l'ombre, parce que l'ombre, elle est intéressante, mais quand on peut la contrôler. Oui. Si on ne peut pas la contrôler, elle est perçue comme une nuisance. Ça, sauf évidemment s'il fait très chaud et tout, mais il faut pouvoir. La lumière, c'est un besoin essentiel. Essentiel. Oui. Si tu veux développer de la végétation, etc., tu ne peux pas avoir que de l'ombre. D'accord. Et je pense que ça, moi, c'est ce qui m'avait frappé déjà dans la présentation que tu avais faite à la Sorbonne. Je m'étais tout de suite posé la question. C'est vraiment un sujet important à traiter conjointement avec la conquête des hauteurs de ville. Si on monte comme ça, quelles sont les ombres portées, etc. Ça veut dire quoi? Comment on peut les contrôler? Enfin, c'est une vraie question. Alors, oui, tout à fait. Tu vois. Alors, pour tout te dire, aujourd'hui, on a un autre axe, parce que ça a généré beaucoup d'axes de recherche, tout ça, qu'on appelle le second espace public, qui est d'imaginer en fait des structures très légères qui viennent de façon un peu temporaire doubler l'espace public. On pense par exemple aux terrasses des bars là, pendant le confinement. Voilà, qui ont conquis tous les espaces publics. Bon, finalement, on se disait, si on peut les surélever de 2 mètres ou les doubler, ça peut être une bonne idée. Mais là, sur ce coup-là, tu as l'enjeu de l'ombre, parce que comme on est très près du sol, ben, tu peux effectivement mettre en ombre des espaces entiers. Ensuite, si tu es vraiment sur les grandes hauteurs, voilà, ça se pose un peu moins. Et après, ça dépend évidemment de la largeur, donc ça s'étudie. Voilà. Oui et non, parce que bon, plus on est haut, plus l'ombre portée est importante. Enfin, moi, je dis que je condamne pas l'idée au nom de l'ombre, mais je dis que ça me paraît être un point que vous n'avez peut-être pas assez regardé ou auquel vous n'avez pas été bon. Mais c'est tout. J'en dis pas plus. Voilà. Après. Alors, ce qui m'intéresse aussi dans les hauteurs de ville, c'est que c'est aussi la vue, la hauteur. Voilà. Ce qui me fait dire que ce type de projet, il doit être assez bien raisonné sur qui a accès aux hauteurs, quoi. Parce que, je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu Parasite, le film qui a été Palme d'Or l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Je veux dire, dans les bas-fonds, quoi, je veux dire, puis il y a les hauteurs et les bas-fonds. Donc, c'est important que les projets soient accessibles à tous, quoi. Parce que c'est la lumière, les hauteurs, c'est la lumière et la vue, quoi. Donc, voilà, et on sait que dans les tours, c'est plus cher en haut qu'en bas, quoi. Bon. Donc, il y a un problème sociologique, là. Voilà. Et puis, le dernier point, moi, je me pose des questions par rapport à l'eau. Alors, je trouve que c'est très intéressant d'avoir regardez comment, effectivement, on peut utiliser les hauteurs pour exploiter l'eau. Sur les cités lacustres, j'ai un peu de doute. Moi, quand je vois ce qui s'est passé cet été, alors je ne nie pas le risque de submersion, bien au contraire. Je veux dire que. Et il y a des migrations. Les migrations ne vont pas seulement être économiques, mais elles vont être aussi climatiques. Et elles commencent à l'être, et elles vont l'être de plus en plus. Mais ça, c'est sensible sur le littoral. Mais ailleurs, on a des problèmes de désertification, au contraire. Le problème, c'est pas les cités lacustres, c'est l'aridification, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais des sols, quoi. Et donc, moi, tout ce qui concourt à gérer l'eau, à savoir la conserver, l'utiliser intelligemment et tout, je trouve ça intéressant. Donc voilà, moi je suis un peu comme Emmanuel sur la question de la lumière est très très importante et de la gestion de l'ombre. Et pour le reste, c'est une piste tout à fait intéressante. Tout à fait intéressante. Sur l'eau, en fait, tu sais, il y a d'autres concepts qui parlent de ville éponge. C'est-à-dire l'idée, c'est de retenir l'eau en proximité plutôt que de la chasser avec des tuyaux, pour résumer. Mais nous, ce qu'on constate quand même, parce qu'on en fait déjà beaucoup d'infiltration en milieu urbain, c'est que si on veut être efficace, il faut des grandes surfaces. Et donc, finalement,
souvent, c'est pas là où il y a le maximum de gens, parce que c'est souvent là où les espaces publics sont les plus sollicités, que l'on peut installer les meilleurs systèmes d'éponge, entre guillemets. Et donc, c'est dommage parce que c'est un peu décorrélé. Et finalement, voilà, c'est pour ça que on pense que si on veut avoir des objectifs importants d'infiltration de l'eau, il faut qu'on ait plus de surface. Même si aujourd'hui on arrive à faire des revêtements drainants, etc., c'est pas encore tout à fait satisfaisant. Oui, Charles. Oui, alors, je suis obligé de rappeler au moins ma compréhension de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à l'instant même. Nous sommes dans le cadre d'un rendez-vous organisé par une société savante. La SFU est donc une société savante, s'est déclarée comme telle, se comporte comme telle, ce qui est nouveau parce qu'il y a une dizaine d'années, elle avait encore l'habit d'une fonction de représentation de l'exercice professionnel. Et dans l'esprit de la société savante, il y a comme partie intégrante de son ADN, c'est le respect de la pensée des autres membres qui font partie de la même société. Et dans ce caractère-là, je dis, ce travail est formidable, intéressant comme tout, approfondi, bien sûr, c'est le début, il y a d'autres choses à voir, etc. Donc ce travail est intéressant. Mais j'ajoute un deuxième point, ce travail me semble mineur. Alors c'est vrai que c'est un mot extrêmement fort, mais je voudrais expliquer pourquoi il est mineur, à mes yeux. Nous sommes dans une société globalisée, qu'on l'ait voulu explicitement ou non, mais nous y sommes. Nos informations circulent autour de la Terre toute la journée, on sait tous ce qui se passe en Ukraine et ailleurs. Et on se fait du souci pour Taïwan. En même temps, on sait ce qui se passe au Pakistan, etc. Donc, on est dans un ensemble qui n'en est pas un. Il en est un parce que le mode occidental veut que son fonctionnement soit globalisé, mais il n'en est pas un à cause de disparités géographiques et culturelles extraordinairement différentes. Géographiques par rapport, bien sûr, à la situation climatique, à la situation de la répartition des hommes sur le territoire, en particulier par rapport au littoral et par rapport aux zones submersibles des fleuves. N'oublions pas que c'est la raison d'être de la base de la Mésopotamie, etc. Et donc tout ça était volontaire et qu'aujourd'hui c'est dangereux, etc. Donc, il faut bien affirmer que ce qui nous est présenté là est applicable pour résoudre certains problèmes ou certaines, pour avoir de l'ambition pour certaines situations urbaines, mais qui n'est pas l'ambition globale ou tout au moins la responsabilité globale que nous avons devant nous. Pour quelle raison? C'est parce que nous sommes aujourd'hui 7,8 milliards d'habitants dans un monde globalisé où il y a 51% de personnes urbanisées et que dans 30 ans, les statisticiens, que certains contestent, mais moi je ne conteste pas les travaux de l'ONU en matière démographique, nous disent que nous serons 75% de population urbanisée sur une population globale de 10 milliards, c'est-à-dire que de 4 milliards de population urbanisée aujourd'hui, nous allons passer dans les 28 ans qui restent à 7,5 milliards, c'est-à-dire 3,5 milliards de population supplémentaire à installer dans le globe, dans un mode de vie ou un mode de dépendance urbain au cours des 30 prochaines années. Et on sait, dans nos professions, que le cycle normal de production du concept urbain est une trentaine d'années entre le moment où on en imagine la nécessité, où on passe la commande aux intellectuels, et le moment où on est capable de faire la première évaluation
globale de ce que l'on a fait. Donc, ceci étant dit, je dis donc que tout ce qui nous est montré est totalement intéressant, bien fait, etc., mais s'applique à une petite partie qui correspond à l'ancienne définition de la ville. Pour moi, mais je ne demande pas à tout le monde de l'exprimer, je rappelle simplement que je l'ai décrite dans un livre que je viens de produire, qui s'appelle « La France à l'âge des villes ». Pour moi, la ville est un mode d'organisation économique et sociale hiérarchisé de la civilisation des hommes au XXIe siècle. Et c'est pas du tout, la ville n'est pas du tout un conglomérat de choses physiques, politiques et sociales. C'est un mode d'organisation économique et sociale hiérarchisé d'une civilisation. Et ce mode d'organisation est inspiré de deux grandes choses, ou doit être pour le futur inspiré de deux grandes choses, mais on a eu beaucoup de nos penseurs avant nous qui s'en étaient inspirés aussi, donc ne croyons pas que nous redécouvrons la Lune, mais que nous donnons d'autres priorités. Je pense bien sûr à des gens comme Fourier, à des gens comme Rousseau et d'autres bien entendu. Ce mode d'organisation est inspiré, doit être inspiré de l'organisation sensible des habitants dans la nature telle qu'il l'était sur le modèle de la société rurale. Je sais bien qu'en disant ça, je provoque. Et quand on réfléchit à tout ce qu'on entend tous les jours, ce qu'on lit tous les jours, qui nous vient du GIEC ou d'ailleurs, etc., on nous demande de retrouver les valeurs qui avaient régi la société rurale. Pas l'organisation de ces puissances féodales, mais tout le reste, toutes les sagesses, des relations entre les zones et le territoire, etc., etc. Donc, inspirer l'organisation sensible des habitants dans la nature, sur le modèle de la société rurale, et j'en aurai fini dans quelques secondes, produit tout autant par des initiatives locales que par la double nécessité de réduire les inégalités sociales et d'introduire la sobriété dans le monde de fonctionnement des sociétés. Et c'est sûr que ce que nous venons de voir est par définition une provocation, ou tout au moins pourrait prendre l'effet d'une provocation par rapport à la sobriété, et en cela, bien entendu, exacerber le climat d'insécurité et d'inégalité qui grandit tous les jours dans le monde. Et en ce sens-là, c'est pour ça que je disais que c'était mineur, voire même à la limite un peu dangereux. Et excusez-moi de la liberté de parole que je viens de prendre. Non, c'est une sacrée ouverture. Je ne sais pas si on peut répondre facilement. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut répondre. Mais... Alors, déjà, moi, ça m'inspire plusieurs choses. D'abord, je te rejoins complètement. Ce qu'on constate dans les héritages, c'est que finalement, cette notion de profiter des hauteurs de ville pour améliorer son environnement ou son quotidien, ça dépend des cultures. Voilà. Et effectivement, je reviens sur ma tribu qui habite dans la canopée, c'est le Graal du GIEC. Voilà. Zéro empreinte sur rien, et au contraire, je dirais un entretien de la nature pour optimiser finalement son fonctionnement. Donc ça existe. Il nous montre aussi autre chose, c'est que finalement, pour arriver à faire ça, ils ont quand même développé énormément de technicité. Ils ont travaillé des habitations un peu élastiques qui suivent le vent. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses inspirantes dans leur façon d'habiter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors, après sur le rural, etc., c'est vrai, je partage. Cependant, nous, ce qu'on a essayé de travailler, c'est la rénovation. La ville, elle est quand même là. Donc, c'est dommage de la lâcher sans avoir réfléchi quand même à l'optimiser. Et c'est un peu le bas d'infrastructure, hein, c'est-à-dire aujourd'hui,
ce qui est là où je te rejoins complètement, c'est que aujourd'hui, quand tu dis que c'est la ville d'hier, aujourd'hui on construit effectivement la ville comme on le faisait il y a 200 ans, dans une opposition espace public-bâtiment qui paraît un peu vraiment désuète quoi, par rapport à tout ce que tu as exprimé. Donc nous, effectivement, évidemment que chez Artelia, il y a plein de jeunes ingénieurs qui nous disent vous faites n'importe quoi, on va tous aller retourner vivre à la campagne. Pourquoi pas? Mais là, nous, on est parti. Sauf si on déclare que c'est pas la campagne, que oui, c'est okay. une autre forme d'organisation urbaine. Mais nous, on est parti, si tu veux, sur l'idée que les villes, aujourd'hui, alors où qu'elles soient, hein, avec toutes les cultures que tu exposais, ce sont des actifs, c'est-à-dire on les a, et pour autant qu'elles sont pas du tout optimisées, que quand on cherche à les optimiser, on fait à nouveau les erreurs que tu dis. Moi, je suis quand même un peu interrogatif par rapport au Grand Paris, quoi, qui coûte quand même énormément. Bon, enfin bref. Donc, l'idée de travailler sur des choses plus fines, d'essayer de réhabiliter des bâtiments, non pas pour habiter ni pour faire du bureau, mais pour permettre aux gens finalement de s'approprier un espace vertical, comme on l'a fait d'ailleurs avec la Tour Eiffel, par exemple. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on propose. Voilà, je ne dis pas que c'est la solution, effectivement, à l'ensemble des enjeux qui nous attendent sur les 5 qui viennent. Bruno, tu as coupé ton micro, voilà. Alors, j'ai levé la main, oui. Moi, je voudrais dire deux choses à Charles. D'abord, il ne faut surtout pas qu'il s'excuse, comme il l'a fait, d'avoir été direct, et bien au contraire. Tu ne devrais pas t'excuser, tu devrais t'en féliciter. En tout cas, moi, je t'en félicite. C'est ça. Et après, moi, il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu dans ton discours, c'est qu'il y a un côté, on a connu l'âge d'or et il faut retourner en arrière à l'âge d'or. Et je ne le trouve pas très progressiste, ton discours, faut tout dire. Et puis la ville, elle est là, donc il faut quand même, il faut voir comment on peut l'améliorer avant de dire il faut oublier. Enfin, j'ai pas très bien compris j'espère que j'ai mal compris d'ailleurs. J'espère avoir mal compris parce que moi, je suis pas du tout sur cette optique-là. Hein, je suis sûr. Mais il faut faire avec ce qu'on a. Et il ne s'agit pas de dire on oublie et puis on refait comme avant. Enfin, je n'y crois pas du tout à cette façon de voir les choses. Mais peut-être je caricature ton discours. Juste, je voulais juste rajouter quelque chose, Charles, sur le cycle. Je te vois pas parler. Excuse-moi, c'est pour ça que j'avais pas vu que tu parlais. Excuse-moi. Je vois ton image fixe. Voilà. Ah bon? Ah ben, les autres, quand on me voit bouger, j'espère, non? Non, moi je te vois fixe aussi, Laurent. Ah ben mince alors. Moi, je te vois très bien, Laurent. Ah, tu me vois bien? Bon, c'est déjà ça. Il y a juste un et du partir. Oui, non, alors si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Juste par rapport au cycle, on a regardé avec intérêt la ville de Tchernobyl. La ville de Tchernobyl. D'accord. Voilà, qui a été donc abandonnée il y a 30 ans. Cette ville est devenue en fait un foisonnement de nature, à la fois dans tous les espaces publics, mais dans tous les étages et jusqu'au toit, avec tout un tas il y a plein de renards, enfin, tout ce que tu veux. Et donc, ça montre quand même que quand on arrive à travailler dans tout ce que tu dis, c'est-à-dire dans l'acceptation de sa présence avec la nature quelque part, même en plein cœur des villes, et Tchernobyl, c'était quand même une ville bien bétonnée, les choses peuvent aller très très vite. Voilà, donc ça nous a quand même aussi un peu interrogé sur la force de la nature, finalement, à reconquérir des espaces extrêmement rapidement à partir du moment où on lui en donne l'occasion. Donc, dans les villes, c'est là où je dis qu'on est un peu petit bras aujourd'hui en raisonnant à l'ancienne, hein, je te rejoins là-dessus. Disons que si on voulait vraiment donner une impulsion à ce qu'on appelle la nature en ville, finalement, on voit que si on change vraiment de braquet, ça peut aller très très vite. Et ça, c'est plutôt rassurant. Oui, si je peux me permettre, avant de dire ce que tu viens de dire, par rapport à ce que tu viens de dire, de répondre à Bruno Ferracci, quand il dit revenir à l'âge d'or, je ne suis pas, etc. Premièrement, ce n'est pas du tout ce qui
guide mon point de vue. Mais même si c'était ça, nous devons écouter qu'on nous dit que nous allons dans une impasse. Et dans une impasse, il faut savoir reculer. Il ne faut pas continuer à y aller d'abord, mais il faut aussi reculer pour voir, en fait, pourquoi c'est une impasse et pourquoi avant ça n'en était pas. Alors, il y a bien entendu de faire le système à la Pol Pot, etc., et de changer complètement la civilisation, etc. Ce qui n'est pas du tout notre projet collectif. Il suffit d'écouter la presse, d'entendre et de lire la presse mondiale. Aucun pays n'a fait ce choix, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas baisser certains standards et compagnie. Bien entendu, c'est ce que je crois qu'on appellera plus tard la sobriété. Mais si on fait la liste des valeurs qu'on nous dit qu'on doit respecter dorénavant parce qu'on est trop nombreux que le globe supporte le mode de vie antérieur que nous avons, quand on fait cette liste, c'était les valeurs de la société rurale si on enlève la féodalité, si on enlève le pouvoir que certains, très peu nombreux, sur des surfaces extrêmement réduites, limitées par des hauts murs, utilisaient dans l'ensemble du monde. Ça n'empêchait pas qu'il y ait des monastères qui étaient en fait les universités aujourd'hui, qu'il y ait des Copernic, qu'il y ait des gens comme ça. Donc, c'est pas un recul, c'est pas un retour en arrière, et c'est ce que je vais maintenant dire, mais je ne suis pas en train de répondre, je suis en train de développer, et à l'intention de Laurent Vigneault à l'instant, c'est quand tu dis, la ville est quand même là. Bien sûr que ce que l'on appelait hier la ville, elle est bien sûr là. Et c'est même une fierté, c'est même un fondement culturel, c'est même le lieu de convergence de tous nos savoirs, de toutes nos expertises, de tous nos échanges culturels, etc. Et justement, ça, il faut le conserver. Mais pourquoi l'associer à une forme qu'on voudrait désespérément localiser au même endroit, au détriment du reste que l'on qualifie d'autre chose que de ville, alors que les habitants ont maintenant, par nos constitutions dans la plupart de nos pays, sauf en Chine, une constitution unique qui oblige chacun des citoyens à exiger d'avoir la même couverture santé, d'avoir la même couverture culturelle et d'éducation, etc., que les autres. C'est écrit dans notre Constitution et il n'y a pas de raison de dire ceux-là, ils sont à la campagne, donc ils n'auront pas de transport collectif. Ceux-là, ils sont à la campagne, donc ils auront moins d'eau potable, ils n'auront pas le droit d'arroser leurs trucs, tandis que nous, on arrose quand même nos pelouses. Voilà. C'est donc le concept de ville que nous avons à redéfinir par rapport à l'intégralité du territoire, qui me semble dorénavant dans des pays comme les nôtres, quasiment intégralement, à part bien entendu, et encore dans certains cas, ce n'est pas tout à fait juste, la forêt, qui par définition, la forêt est un lieu qui n'est pas un lieu où l'humain a obtenu ou a osé prendre la priorité. Voilà. Je pense que c'est pas du tout on peut pas lier, enfin c'est pas du tout le même débat parce que on s'est demandé à une époque, enfin c'est exactement la dernière image là qu'on a vue, c'est-à-dire on peut très bien faire des hauteurs de village, c'est pas le sujet. De la même façon, on est d'accord là-dessus. Voilà, de la même façon qu'avec le zéro artificialisation nette, on ne peut plus faire de route. Donc finalement, peut-être que les transports du futur seront en viaduc, y compris à la campagne. Donc pour nous, c'était pas du tout. Tout le monde est d'accord. Je veux dire, voilà, moi je suis un fan des Bastides du XIIIe siècle. Voilà, et les gars ils font 400 villages, c'est super. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on a pris ce sujet-là de hauteur de ville. Hein. C'est pas le point de départ. N'oublie pas ce que j'ai dit au début. Je respecte beaucoup parce que je pense que ce que vous avez fait est utile.
Mais je ne voudrais pas que ça reste pour la Société française des urbanistes notre image d'examen du futur. Notre image d'examen du futur, il est largement plus ouvert, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter du sujet des anciennes villes et de la manière de les organiser pour les moderniser. La position de la SFU, c'est la somme de tous les rendez-vous, passés et futurs. Absolument. C'est sûrement pas un seul rendez-vous. D'accord, mais bon, voilà. Oui, voilà. Mais j'aurais voulu revenir à ce que tu as dit au début, encore une fois, en parlant de l'héritage et en le reliant à cette recherche actuellement de retrouver la fertilité en ville. Hein, et je comprends bien la recherche que vous avez faite comme une recherche de génie urbain, en fait. C'est plus, je la situe de cet ordre-là. Et du coup, votre recherche sur le bâti infrastructure qui vient servir la fertilité urbaine, c'est quelque chose qui existe autant pour les bastides que pour la grande ville. C'est vrai que ton illustrateur est dans les grandes dimensions, mais je pense par exemple au projet de Jacques Vialette qui avait été primé par le Grand Prix européen de l'urbanisme à Montmélian. Ils organisaient pour 5000 habitants des systèmes de réservoirs d'eau au niveau de la colline, enfin, pour stocker la chaleur de l'été et s'en resservir en hiver. Enfin, je vous caricature la proposition, mais on était bien dans cette idée de génie urbain où on utilise toute la ville, y compris toutes les formes bâties et les formes de l'espace public, en fait, où on marie espace public et bâti dans la recherche d'un écosystème, véritablement d'un écosystème qui permet de construire cette frugalité quelque part. C'est pas forcément plus cher de faire ces réservoirs de flotte pour construire l'économie énergétique d'une petite ville de 5000 habitants, tu vois. Ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'énergie. Quand tu réfléchis à l'énergie disponible dans ta rue ou dans ton quartier, eh bien, il y a des scénarios à bâtir qui sont peut-être plus sobres que de laisser chacun réfléchir sur sa chaudière à gaz ou sur son... voilà, donc à un moment donné, c'est la question de mutualiser des énergies autour d'un système plus intelligent. Moi, c'est comme ça que je comprends votre réflexion et je la trouve pas passéiste de ce point de vue, même si l'illustration peut prêter à Schuyten, etc. Enfin, voilà, renvoie sur des références, comme tu as montré, de notre illustre ancêtre Hénard. Hein, donc, je vous signale qu'il y a une salle aux archives du monde du travail à Roubaix. Voilà. Oui, alors, juste, mais cette image de Hénard, elle est quand même fantastique, quoi, parce que elle montre bien que tout est connecté du toit jusqu'au sous-sol. Donc, et elle montre aussi ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une strate très stratégique, en fait, où il y a quand même beaucoup de concentration de choses. Donc, effectivement, dans cette recherche de sobriété, d'essayer de desserrer en fait cette pelote de laine là qu'on a concentrée sur les espaces publics, c'est peut-être une des solutions. Nous on pense aussi, par exemple, que les chantiers, on sait que maintenant que les chantiers en économie circulaire nécessitent plus de flux et de place que les chantiers classiques. Donc voilà, instaurer aussi dans la ville des espaces de stockage, des espaces où on peut pérenniser finalement des usines, des choses comme ça. Ça fait partie, je dirais, de l'enjeu de sobriété. Donc, l'idée, c'est peut-être de les mettre un peu plus dans les hauteurs, tout ça, dans les villes denses, en tout cas, quoi. Alors, je voulais terminer juste mon propos là à propos de, en repartant toujours de ton premier terme, retrouver la fertilité en ville. Et du coup, je pense que c'est pas que, la réflexion, elle se porte aussi sur la campagne ou sur toutes les formes de villes qui existent. Et là, on est aussi devant un chantier qui est pas celui des urbanismes, mais qui est celui des agriculteurs
qui est formidable, hein, et qui concerne l'aménagement du territoire, là, pour le coup. Bon, mais là, je sors de la hauteur des villes, mais je garde ce terme-là sur la fertilité en ville et sur les territoires comme un sujet fondamental. Et effectivement, comment introduire la possibilité de mutualiser des services avec des ouvrages de génie urbain qui soient plus intelligents, parce que je pense qu'effectivement, on est... d'ailleurs, j'ai entendu que le quartier de Saint-Vincent-de-Paul à Paris, on parle de débrancher complètement les réseaux, y compris d'assainissement, Pour l'assainissement, gris, peut-être. voilà, pour L'énergie, retrouver les nitrates, hein, pour oui. retrouver les nitrates et s'en servir pour fertiliser effectivement les espaces. Enfin, donc, je pense que la révolution enfin, la recherche sur ce côté fertiliser la ville et la campagne, j'ai envie de dire, elle en est au début, quoi. Et peut-être que vos réflexions y contribuent. J'y vois pas forcément quelque chose qui est contre la sobriété, quoi. Voilà. Je pense que ça peut y participer si c'est construit de manière un peu collective. Ça, oui. Bien. Là, c'est un riche débat. Juste un petit mot pour un propos que Bruno a Ouais. tenu, qui est qui va porter sur l'identité des villes. Bruno, tu disais que là, ce qui est haut, c'est ce qu'on voit. Pardon, c'est d'en haut qu'on voit. J'ajouterais que ce qui est haut, c'est ce qu'on voit aussi, de loin. Oui. Et donc, voilà, c'était un petit clin d'œil juste. Et qui est très judicieux. Tu as tout à fait raison. Ça rejoint la photo du mois que tu avais mis sur le tribunal. Oui. Mais moi, je suis inquiet parce que après avoir entendu Charles, je n'ose plus présenter le prochain sujet des rendez-vous de la SFU, parce que, moi, ce que je vais présenter, c'est pas la solution à l'avenir des villes. Enfin, je veux dire, c'est un des problèmes auxquels on a à se confronter, comme Laurent l'a fait aussi. Enfin, moi, il ne me semble pas, Laurent, que tu avais la prétention de vouloir trouver la solution. Non, pas du tout. Mais bon, c'est bientôt la nuit, mais ce que je voulais, moi, je retire grand plaisir de ce débat parce que j'ai l'impression quand même qu'on converge sur l'idée et tu l'as très bien dit, Charles, qu'on est quand même encore dans la ville d'avant. Oui. Et ça, nous, effectivement, on est parti effectivement de ça, en se disant, effectivement, la ville d'avant, admettons qu'on veuille rendre la ville actuelle plus sobre, c'est pas en la faisant comme avant qu'on va y arriver, forcément, et qu'en plus, physiquement, on ne peut pas la faire assez vite. Donc voilà, c'était l'idée, c'est pour ça qu'au début, le projet, ça s'appelait « Habiter dans plus de légèreté », en disant, bon, il faut qu'on arrive à trouver autre chose. Et puis, voilà, après, donc effectivement, hauteur de ville, c'est un panachage d'ouverture d'esprit, je dirais, avec des débuts un peu utopiques, parfois, de solutions, qui permet d'électriser un peu, justement, des débats comme aujourd'hui, pour dire, voilà, déjà, si on partage ça et qu'on veut faire les choses autrement, eh ben, qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui? Donc, il y a effectivement les grandes stratégies de retour, je dirais, à des états antérieurs ou de grande sobriété ou de déconnexion des réseaux, tout ce qu'on veut. Il y a la rénovation en tant que telle. Aujourd'hui, évidemment, nos villes consomment plus que ce qu'elles devront consommer dans quelques années. Et puis, il y a tout l'aspect social et culturel qui fait que il y a peut-être des endroits dans le monde où ça va changer très vite et d'autres où ça va changer moins vite. Donc voilà, tout ça, je pense qu'on l'a un petit peu partagé avec plein de post-it sur un mur comme ça aujourd'hui. Mais voilà, je pense que et Bruno, moi, par contre, il me tarde le prochain rendez-vous parce que c'est toutes ces briques, en fait, qu'il faut discuter maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver finalement à transformer une culture qui consisterait à dire je vais essayer de faire un peu mieux que le passé. Et finalement, comme tu l'as dit, Charles, a changé radicalement peut-être
d'idées, de façon de faire, etc. Voilà, donc… Oui, j'ai laissé ma main levée parce que je vois que l'heure passe et qu'on va s'arrêter. Et nous avons eu plusieurs rendez-vous, comme ça a été dit, et c'est vrai que c'est la somme de tous ces rendez-vous qui constitue la ligne, disons, d'investigation de la SFU et de ses membres. Ça, c'est complètement vrai, bien entendu. Mais je voudrais profiter de la présence d'Emmanuel Lamasselière et de le mettre sur le grill provisoirement. Devant ce que je ne peux pas m'empêcher d'appeler un échec, qui n'est pas un échec personnel, qui est un échec collectif de l'État français et de ses élus, au moins locaux, mais nationaux aussi, que fut justement, ou qu'est justement l'hésitation, voire même le refus de développer la pleine, le territoire de Roissy sur le territoire de pleine commune, etc. Je n'ai plus le nom de l'établissement public qui avait été créé pour faire ceci et dont Emmanuel a eu la responsabilité conceptuelle. Après ce qui vient de se passer, c'est clair qu'il ne faut pas recommencer de la même manière si on ne veut pas aller à l'échec. C'est clair qu'il faut s'y prendre autrement. C'est clair que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de cité aéroportuaire. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer les liaisons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas besoin de nœuds. Mais le nœud, il y a différentes façons de faire les nœuds et ce n'est pas obligatoirement sur la parcelle mitoyenne entre trois autoroutes, etc. Est-ce que, Emmanuel, maintenant, c'est pas un piège. Et peut-être que vous demanderez à juste titre que ça ne fasse pas partie de ce qui sera mis sur la chaîne YouTube. Mais est-ce que vous vous y reprendriez de la même manière? Bien entendu, vous appelleriez pas Leclerc, c'est sûr, parce que Leclerc, lui, il ne fait que fabriquer la ville ancienne. Mais même en appelant d'autres, est-ce que vous vous y prendriez de la même manière? D'abord, je pense qu'il faudrait consacrer une réunion spécifique sur cette question qui nous habite, puisque c'est l'objet du livre que j'ai écrit. Oui, et je répondrai juste une chose. Je ne m'y prendrai pas de la même manière, parce que j'ai essayé de ne pas m'y prendre de la manière dont ça a été fait et que je n'y suis pas parvenu. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question à Laurent de la présence de sociologues, de la présence d'hommes du marketing, de la présence d'équipes beaucoup plus multidisciplinaires que l'échelle, enfin que les savoir-faire talentueux au demeurant qu'on trouve chez Artelia. Voilà, alors je ne sais pas si je réponds à une question. Simplement, moi, aujourd'hui, je trouve que j'ai discuté avec l'équipe très succinctement, mais avec l'équipe qui a la responsabilité du plan guide, du nouveau plan guide du triangle de Gonesse, donc de la ville de cette idée de ville aéroportuaire. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il ne fallait pas faire de plan guide. Donc j'ai souri en me disant, ah, on y arrive petit à petit. D'accord, oui, c'est bien dit. C'est bien dit. Voilà, on y arrive petit à petit. Mais je voudrais dire à Charles, non, moi, un truc. Hein? C'est que j'ai travaillé pendant 6 ans de ma vie dans une ville qui est la magnificence du beau Moyen-Âge, et que le Moyen-Âge n'est pas une période, comment pourrait-on la qualifier, dans laquelle vous voyez, avec tous les qualificatifs qu'on donne au mot féodal, qu'il y avait beaucoup d'inventivité, beaucoup de création, beaucoup de… Il dit qu'il y avait même Copernic. Il y avait même Copernic dans cette société. Non, Copernic, c'était plus tard, c'était à la Renaissance. Plus tard, mais le Moyen-Âge de ça… Non, c'est 1485, etc. Non, c'est la Copernic, c'est 1620. 1620.
Mais Ah c'est non, non, c'est c'est même à la 1500. fin de la C'est Renaissance. 1580, pardon, je me trompe d'un siècle. Oui, vous avez Non, non, mais il y avait Abélard, il y avait Chrétien de Troyes, il y avait etc., etc., rien que dans ma ville. Et donc, juste, le Moyen-Âge n'est pas obscurantiste, hein. Mais non, mais ok. Contrairement à Non, c'était une boutade, Charles, c'était une boutade. Bien, Je et donc, vérifie Copernic, est-ce qu'on parce que est-ce je qu'on peut disais. faire, on vient de planifier pour 2023 Non, un non, rendez-vous Copernic, c'est sur, bien le 15e siècle. Hein. C'est bien le sur 15e. Il est l'urbanisme mort au féodal. début du 16e, mais c'est bien le 15e. 1473. On vient de Copernic, décider de faire un Renaissance. rendez-vous en 2023 sur l'urbanisme féodal. Et moi, je veux bien parler des Bastides. Voilà. Ah, Eh bien, Des quoi? Laurent, moi, je vous conseille la lecture du livre de Ken Follett, si vous ne l'avez pas lu. Ah, si, oui. Les deux livres de Ken Follett, d'ailleurs, qui s'appellent ah, j'ai oublié le nom, et qui se passent, qui sont la construction d'une ville Oui. Ça, au je vais le XIe retrouver. siècle, puis au XIVe siècle. Oui, je Ça vais le retrouver. s'appelle, attendez, je vous dis tout de suite. Elle a cité quelque chose, un truc comme ça. Non, ça Ah, s'appelle. ça Mais sera je le vous mot de recommande la vraiment, fin. c'est génial. mais moi, je les ai lus. Pof. Alors, les piliers de la Terre, un Les monde piliers de sans la fin. Terre, le premier, oui. Et un monde sans fin. Très bien. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment lisez-le. On voit que même au XIVe ou au XIe siècle, au XIIe siècle, des quartiers de riches et des quartiers de pauvres se créent, que quand on fait de la promotion immobilière, on l'a fait de l'autre côté de la rivière, etc., etc. C'est Non, mais c'est génial. complètement vrai. Très bien. Vous avez Écoute, complètement raison. aujourd'hui, c'était les piliers de la Terre, un monde aérien. Et donc, je En propose tout de cas, conclure. merci Laurent. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup, vous Laurent. tous. Merci. Et donc, Merci, Laurent. au prochain rendez-vous avec Bruno. Avec grand plaisir. Au revoir. Allez, Non, mais très bonne surtout que soirée. Laurent, Bonne soirée. l'exposé était bien structuré, facile à suivre. Merci. Très bonne Au soirée. À très bientôt. Au revoir à tous. Bientôt. Au revoir. Au revoir.